de l'Elseneur par Jack London. Chapitre 8. Je ne tardai pas à me coucher et dormis mal. Je lus tout d'abord jusqu'à 2 heures du matin. Puis j'éteignis la lampe de voyage achetée avant mon départ et que Wada avait installée à la tête de mon lit. Je m'endormis sans tarder, selon mon habitude. C'est chez moi une faculté merveilleuse que m'a dévolue la nature. Mais je me réveillai tout aussi rapidement. Je tentais de me rendormir et changeais 1000 fois de position. Malgré tous mes efforts et une obstination mal récompensée, je ne parvins à sommeiller que d'un œil. Tout le corps me démangeait, comme si j'avais été couvert d'urticaire, et je n'arrêtais pas de me gratter. À 4 heures, je rallumai ma lampe et repris mon livre. La discussion engagée par Vernon Lee contre William James et sa volonté de croire était si palpitante que j'en oubliais presque mes démangeaisons cutanées. Le silence régnait autour de moi. J'entendais seulement, au-dessus de ma tête, aller et venir sur la dunette un pas régulier, qui était certainement celui de M. Meller ou de M. Pike. C'était rassurant. Quelqu'un veillait là-haut, et je savais que cette garde vigilante ne cesserait pas durant tout le voyage. À 4h30, j'entendis, à travers la cloison, résonner le réveil matin du steward, qui arrêta presque aussitôt la sonnerie stridente. J'appuyai à mon tour sur le bouton électrique qui était à portée de ma main, et me levai un instant afin d'entr'ouvrir ma porte. Le Chinois se présentait, 2 minutes après, pour prendre mes ordres. Je lui demandai une tasse de café. J'ajoutai que Wada avait dû lui dire comment le préparer selon mes goûts. Le steward acquiesça de la tête. Ce Chinois était décidément un cordon bleu. Je n'avais jamais bu de meilleur café. Je me remis à lire jusqu'à l'aube, puis je pris dans mon lit mon petit déjeuner du matin, et à 8h30, habillé et rasé de frais, j'étais sur la dunette. Nous étions encore en remorque, mais toute la voilure était en place, gonflée par une légère brise du nord. Dans la chambre des cartes, le capitaine West fumait son éternel cigare. L'homme qui tenait la barre avait le poil grisonnant et la peau blanche. Il pouvait compter dans les 50 ans et semblait connaître bien son métier. Il me dit bonjour, avec un sourire aimable. J'appris qu'il était anglais et se nommait Tom Spink. C'était, autant que j'en pouvais juger, une des spécimens les plus présentables de notre pitoyable équipage. Miss West, alerte et vive comme la veille, ne tarda pas à se montrer, avec un visage reposé, frais et rose comme l'aurore même. Je lui demandai si elle avait bien dormi, en ajoutant que pour ma part, je n'avais pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Comme elle s'en étonnait, je lui montrai les plaques rouges qui étaient encore sur mes poignets. « Ce n'est rien, dit-elle, c'est l'air marin, joint au froid d'hier matin qui a occasionné chez vous ces démangeaisons à fleur de peau. Un dépuratif approprié vous en débarrassera. Attendez-moi quelques secondes. » Après une courte éclipse, elle revint avec un verre à moitié rempli d'eau dans une main. De l'autre, elle diluait une cuillerée de crème de tartre à l'aide d'une cuillère. « Buvez, m'ordonna-t-elle, comme on commande tout naturellement à un enfant. J'obéis et m'étendis sur un fauteuil en rotin sur le pont, où à 11h elle vint, en compagnie de Wada, m'apporter un second verre de la même drogue. Puis s'étant assise auprès de moi, elle entreprit de me morigéner, parce qu'elle avait surpris mon domestique en train de donner, sur mes ordres, de la viande à possum. Nous apprîmes d'elle, Wada et moi, à notre grand étonnement, que c'était un crime de gaver de viande un chiot de l'âge de mon fox terrier. Miss West régla elle-même quel serait le régime alimentaire de possum à bord de l'Elseneur. Le steward fut convoqué pour prendre connaissance, lui aussi, de ses directives. Il en fut de même de M. Meller et du charpentier, qui prenaient leur repas dans la grande chambre arrière. En effet, Possum, qui passait son temps à courir dans le corridor, glanait également à cette table, hors de toute surveillance. Miss West spécifia nettement qu'elle n'admettrait sur ce chapitre, qui lui tenait particulièrement à cœur, aucune exception. Le charpentier, dans son mauvais anglais et avec un grand embarras, protesta, tout en grattant le plancher de ses grands pieds, qu'il ne commettrait jamais, pour tout l'or du monde, un pareil forfait. Quant à M. Meller, la main sur sa poitrine et en s'inclinant vers la terre, selon sa coutume, à la mode des anciennes cours d'Europe,
Il assura pareillement Miss West qu'elle serait obéie à la lettre. Miss West termina en me déclarant que, par le fait même de l'acceptation du fox terrier à bord de l'Elseneur, non prévu dans le contrat, elle se trouvait être avec moi copropriétaire de la bête. Ces instructions furent d'ailleurs parfaitement suivies, et je vis au cours de la journée Wada demander respectueusement à la jeune fille quelle était la quantité exacte d'eau tiède qu'il devait employer pour diluer le lait condensé destiné à Possum. Le déjeuner confirma les grands mérites que je prêtais au cuisinier. Et désireux de faire avec lui plus ample connaissance, je fis un tour jusqu'à son officine dans le cours de l'après-midi. Il donnait de prime abord l'impression d'être un peu chinois, mais comme tant d'autres abords, c'était un métis, et du sang anglais coulait de toute évidence dans ses veines. En effet, il s'exprimait avec une remarquable pureté dans la langue de Shakespeare. On aurait dit qu'il avait fait ses études à l'université d'Oxford. C'était un vieil homme, qui avouait 59 ans, mais qui avait certainement atteint, sinon dépassé, la soixantaine. 3 points surtout attiraient chez lui l'attention. Le sourire expressif et doux qui s'épanouissait sur son visage d'asiatique comme un printemps, des dents admirables, blanches et bien rangées, si parfaites que je les crus fausses jusqu'à ce que Wada se fût assuré du contraire pour satisfaire ma curiosité. Enfin, les mains et les pieds. Les mains très petites étaient merveilleusement modelées. La dimension des pieds correspondait à celle des mains. Ils étaient ridiculement menus et chaussés avec une élégance de dandy. L'homme y mettait évidemment toute sa coquetterie. À midi, le pilote que nous avait momentanément fourni la Bretagne pour équilibrer la marche des 2 bateaux avait rejoint son bord. Mais le remorqueur ne nous quitta qu'au bout de plusieurs heures, qu'on nous fûmes au plein large et que la terre n'apparut plus à nos yeux que comme une légère vapeur noyée dans l'Occident. C'est au moment précis où la Bretagne se sépara de nous, après déjà 24 heures de navigation, que commença, du point de vue technique, notre voyage. L'instant n'était pas exempt d'une émotion involontaire. J'étais accoudée sur la lisse de la dunette où Miss West était montée pour assister au départ du remorqueur et respirer, disait-elle, une bolée d'air. Elle observa longuement le ciel comme un vrai marin, puis elle commença. « Le baromètre est très haut. Mais ce petit vent du nord qui souffle actuellement et gonfle nos voiles ne durera pas. Il sera bientôt suivi d'un calme plat, mais ça peut changer d'ici là. Nous aurons peut-être un grain du nord-est. »« Et lequel vaudra le mieux ?» demandai-je. « Le grain, à tout point de vue. Quant à moi, la jeune fille comprima de la main un léger hoquet. Quant à moi, je sens que je vais avoir le mal de mer. Ça m'arrive à chaque fois que je quitte la terre. » Comme je paraissais étonnée, elle ajouta. « Il n'y a rien à faire. J'ai beau avoir le pied marin, ça, je peux m'en vanter. Il faut que j'y passe. » C'est une petite infirmité dont Nelson lui-même, m'a-t-on dit, n'a jamais pu se débarrasser. Très exact. Rien à faire contre le mal de mer. J'ai vu mon père en personne en être victime. Même le marin qui a bourlingué toute sa vie peut très bien être sujet à ces malaises, le cas échéant. Ce qui est certain, c'est que dans ce cas-là, je souffre horriblement. Je devrais garder le lit pendant 2 jours au moins. Le second, qui exécutait son éternelle ronde, vint nous rejoindre en ce moment et s'accota lui aussi à la lisse. Plus pitoyable que jamais, l'équipage allait et peinait sur le pont et dans la mâture, ajoutant voile sur voile et foc sur foc. « Ils ont l'air plutôt fourbus, vos hommes, monsieur Pike, » lança Miss West. « Ils paraissent tous plus ou moins mourir de faim, » insinuai-je timidement. « C'est pourquoi, j'imagine, ils ne tiennent pas debout. »« Vous ne vous trompez pas, » riposta Miss West en riant. « Au départ, tous les équipages sont dans cet état. Mais une fois sevrés de whisky, solidement nourris et soumis à un régime régulier, conduits par-dessus le marché par une main de fer, les hommes engraisseront à vue d'œil. Vous verrez si je dis vrai, monsieur Bathurst. N'est-ce pas, monsieur Pike ? » « C'est exact. Le pire est que cette bande de gorées avariés ne nous en saura aucun gré. »« Mais pourtant, monsieur Pike, demandai-je, que feriez-vous avec toute cette bande d'incapables si, comme actuellement, alors que nous naviguons toutes voiles dehors, une tempête soudaine nous surprenait ?» Le second haussa les épaules.
comme si je lui demandais ce qu'il ferait dans le cas d'un tremblement de terre qui le surprendrait entre deux rangées de gratte-ciel s'abattant sur sa tête, de chaque côté de la rue. Ce fut Miss West qui répondit pour lui. « Mais on carguerait immédiatement la toile, monsieur Bathurst. L'opération n'est pas si impossible que vous le croyez, même avec un équipage de cet acabit. Sinon, je serais noyé depuis longtemps. C'est au capitaine et au lieutenant d'avoir du nerf. Grâce à ça, on accomplit des miracles. » « Certainement, » approuva modestement M. Pike. Je vis ses grosses pattes, détendues l'instant d'avant, se crisper machinalement et ses poings se fermer. En même temps, je remarquai que des écorchures toutes fraîches avaient mis les phalanges à vif. J'avais, encore une fois, l'air si penaud que Miss West se mit à rire de bon cœur. Un souvenir lui revint. « Vous rappelez-vous, monsieur Pike, le Lalarook, sur lequel nous avions embarqué à San Francisco, mon père et moi, avec un équipage inimaginable. » Je m'en souviens parfaitement, Miss West. Je n'étais pourtant pas du voyage. C'était, si j'ai bonne mémoire, le 5e commandement de votre père. Le Lalarook a été, quelques années après, drossé contre la côte lors du raz-de-marée qui a suivi le grand tremblement de terre. Il a brisé les chaînes de ses ancres et est allé heurter la falaise qui s'est écroulée sur lui. Nous sommes d'accord. Eh bien, monsieur Bathurst, notre équipage valait celui-ci. Et encore, j'exagère peut-être ses qualités. Des toucheurs de bœufs, des terrassiers au chômage et des vagabonds. Des vagabonds surtout. Beaucoup avaient été sans aucun doute enivrés ou abrutis par des stupéfiants et enrôlés sans que seulement ils s'en rendent compte. Si vous aviez vu ces phénomènes, la première fois où on les a expédiés dans la mâture, ça valait largement un spectacle de clown dans un cirque. Oui, il m'arrive d'en rire toute seule quand j'y pense. Le remorqueur nous avait à peine quittés que le vent s'est mis à souffler dur, si dur qu'il a fallu d'urgence carguer au moins la moitié des voiles. Le second, Silas Harding, s'est chargé de mettre en mouvement toute la troupe. Vous avez connu Silas Harding, n'est-ce pas, monsieur Pike ? Si je l'ai connu, Miss West, s'écria M. Pike avec enthousiasme. Et je salue toujours son nom quand on le prononce devant moi. Il était notre maître à tous, très vieux déjà à cette époque, mais encore prodigieux. Je me doute bien qu'en cette occasion il a dû accomplir des miracles. Prodigieux et terrible, continua Miss West. Imaginez-vous, monsieur Bathurst, que notre innommable équipage avait le mal de mer. C'était le comble. Ils étaient tous verts. Eh bien, monsieur Harding leur a ordonné quand même de carguer les voiles du Lalarook. Et ils se sont exécutés. Moi j'étais sur la dunette comme aujourd'hui, et je regardais de tous mes yeux. Le spectacle en valait la peine, je vous jure. Tout en vomissant, un groupe d'hommes était occupé dans la mâture à mettre un riz au grand hunier, et ça n'était pas facile, croyez-moi. À quelle hauteur à peu près pouvait-il être au-dessus du pont, monsieur Pike ? Le Lalarook, mettons une 30aine de mètres. Une 30aine de mètres, vous entendez bien, monsieur Bathurst. Un des matelots, une espèce d'apache, a dégringolé tout à coup de la vergue du grand hunier. Je n'étais alors qu'une petite fille, mais je comprenais qu'après une pareille chute, cet homme mourrait dès qu'il toucherait le pont. Mais il y a un Dieu pour les fripouilles. Par le plus surprenant des hasards, il s'est jeté dans le creux de la grande voile, ce qui a amorti tout d'abord sa chute, et après une pirouette fantastique, il est retombé, indemne, sur le pont, juste devant M. Harding qui observait, comme moi, ses cabrioles. Je ne sais lequel des deux a été le plus étonné. Peut-être M. Harding. Il s'attendait à voir s'écraser cet abruti. Quant à l'acrobate improvisé, c'est surtout la présence du second, avec qui il avait déjà eu maille à partir, qui l'a impressionné. 1 minute ne s'était pas écoulée, qu'il s'était élancé vers le gréement d'un bond formidable et avait regagné son perchoir du grand hunier. Miss West et M. Pike semblaient s'amuser énormément de cette tragique aventure, tandis que je songeais à la terrible commotion qu'avait ressentie l'homme quand il était tombé de 30 mètres de haut. Il avait dû croire son dernier jour arrivé. Ce fut Miss West qui, répondant à mes pensées intimes, se chargea du commentaire final. « Entre Silas Harding et la mort, dit-elle, c'est de Silas Harding qu'il a eu le plus peur. Et voilà.
Je continuais à être choqué d'entendre une jeune fille s'exprimer, avec cette indifférence moqueuse, sur des sujets que j'estimais pénibles et douloureux. Afin d'éviter de répondre directement, je détournai la conversation. Tout à l'heure, Miss West m'a donné son avis sur l'état du ciel, dis-je au second. Quel est le vôtre, monsieur Pike? Sans mettre en doute la compétence de Miss West, je serais curieux de savoir si les deux avis coïncident. Monsieur Pike observa la mer et le ciel et répondit. Miss West s'y connaît aussi bien que moi. Le baromètre est haut. Nous allons essuyer une petite rafale du nord-est. Sinon, c'est le calme à brève échéance. Cette seconde possibilité est la plus probable. Miss West me regarda avec un sourire de triomphe, tandis que l'Elseneur se soulevait sur une lame d'une ampleur anormale pour retomber ensuite au creux de la vague qui suivit. La jeune fille se cramponna à la lisse. Puis, il y eut un fort coup de roulis et les voiles, dégonflées, claquèrent avec un bruit sourd. « C'est décidément le calme qui l'emporte, » dit Miss West. « Je ne me sens pas bien, monsieur Pathurst, et vous m'excuserez si je me retire dans ma cabine. Avant 5 minutes, je serai couché. Je sens que d'ici très peu de temps, je vais avoir le mal de mer. Oh, ne vous tourmentez pas pour moi. Ce n'est pas très drôle, je le reconnais, mais barboter l'hiver dans la neige fondue ou la boue des villes n'est guère plus réjouissant. » Miss West, m'ayant tendu la main, allait se retirer quand nous entendîmes, à l'avant, retentir la voix de M. Meller, avec une aménité qui ne le cédait en rien à celle de M. Pike quand il s'adressait à l'équipage. Une faute importante venait d'être commise, sans aucun doute, et les coupables trinquaient ou allaient trinquer. De la dunette, nous vîmes en effet 4 ou 5 hommes refoulés sur le pont. Ils se frottaient les côtes, les bras ou les jambes. L'un d'eux, notamment, avait un œil poché, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et presque complètement fermé. On dirait, fis-je observer à Miss West, que le pauvre bougre s'est cogné contre quelque chose dans l'obscurité. Miss West laissa tomber son regard gris sur les 2 énormes pattes couvertes d'écorchures de M. Pike. Je jugeais l'explication suffisamment éloquente pour ne pas en demander davantage. M. Meller, comme M. Pike, connaissait la méthode. Chapitre 9. Ce soir-là, le capitaine West, M. Pike et moi, nous fûmes seuls au dîner. La table, préalablement munie de violons à roulis, se balançait doucement. « Vous ne verrez pas ma fille d'ici 48 heures, me dit le capitaine West. Sa mère était toute pareille, le pied marin, mais malade comme elle, au début de chaque voyage. » M. Pike, plus loquace que je ne l'avais jamais vu à table, commenta. « Impossible d'éviter la transition entre la terre ferme et l'eau. À notre point de vue, nous en sommes tous là. Il nous faut oublier, dès le départ, les bons moments passés à terre, tous les plaisirs dont on s'est gavé et dont on va de nouveau se voir sevrer. Il faut se réhabituer à prendre ses quarts, par tous les temps, à surveiller sans relâche l'équipage. Ça paraît un peu dur au premier abord. « Vous n'aimez donc pas la mer ?» demandai-je. M. Pike soupira. « Si je l'aime ou non, je n'en sais rien. J'y ai vécu la majeure partie de mon existence. C'est tout ce que je peux dire. Mais j'adore la musique. Je trouve que c'est beau, ça vous transporte l'âme. Aussi j'emporte toujours avec moi un phono, ainsi qu'une collection des meilleurs disques. Si le capitaine West y consent, et si le cœur vous en dit, je me permettrai de vous faire entendre les voix des plus célèbres artistes du monde entier. » Le capitaine West approuva muettement, et dès que la nappe fut enlevée, l'athlétique M. Pike, ce roc, battu des vagues écumeuses durant toute une vie, installa, de ses grosses mains rougeaudes, son appareil sur la table avec une infinie délicatesse et les soins attentifs d'une mère pour son enfant. Le capitaine West et moi, nous nous enfonçâmes dans des fauteuils, et sous le cercle lumineux de la grosse lampe qui se balançait au plafond, M. Pike remonta le phonographe. Les disques, préalablement nettoyés à l'aide d'une fine brosse de poils de chameau, étaient tous très bien choisis. Le capitaine West avait allumé un cigare et semblait totalement indifférent au concert mélodieux qui lui était servi. L'entendait-il même?
Toujours est-il qu'il ne donnait aucun signe de plaisir ou de déplaisir, et cet homme, que je n'avais jamais vu accomplir à bord le moindre travail utile, me semblait un être irréel. Que diable pouvait-il faire sur l'Elseneur? Il passait son temps à fumer des cigares. Il ignorait l'équipage. M. Pike et M. Meller commandaient pour lui. Il vivait, en ce qui le concernait, dans une sorte de nirvana qu'il s'était créé. La musique religieuse se mêlait aux airs profanes dans les disques de M. Pike, qui écoutait, dans l'extase. Aux plus beaux morceaux de Caruso et des chanteurs ou cantatrices des opéras d'Amérique et de l'Ancien Monde avait succédé Le Roi du Ciel de Meyerbeer, Le Reposer dans le Seigneur de Mendelssohn et Le Crucifix de Fauré. Il y eut ensuite une série d'Alléluia, d'O Salutaris, de Conduis-nous, bienfaisante lumière céleste. J'en étais moi-même tout retourné. J'ai été enfant de cœur, me dit M. Pike. Alors, vous comprenez. Mais au cours d'une discussion que j'avais eue avec le pasteur, je l'ai presque assommé d'un coup de bâton sur la tête. Pas possible. Nos rapports s'en sont trouvés sérieusement changés. Poursuivit M. Pike avec un gros rire. Je suis parti sans demander mon reste, pour m'engager sur mer. Ce malheureux coup de bâton avait décidé de ma destinée. Mais enfin, vous paraissez ravi par la musique sacrée. Êtes-vous resté croyant? M. Pike parut hésiter, puis me répondit « Oui, quand j'écoute ces chants. » Je dormis assez mal encore pendant la nuit qui suivit, et me fis préparer par Wada une nouvelle dose de crème de tartre que j'absorbais consciencieusement. Mais à minuit, je me rhabillai en partie, passai ma robe de chambre et gagnai la dunette. Je rencontrai M. Meller qui commençait son quart. « Belle nuit, me dit-il. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de vent. La brise est imperceptible, à peu près nulle. On se traîne. »« Tout va bien à bord ?» demandai-je. « Comme ça peut aller avec cette cargaison d'aliénés. Vous connaissez Andy Fay, le nain qui était au gouvernail avant-hier soir? Je me souviens très bien du microbe qui était accroché comme une mouche au rayon de la barre. C'était risible. Eh bien, il a eu maille à partir avec ce fou d'O'Sullivan. Il est venu m'en parler. D'ailleurs, sa plainte était justifiée. Son quart fini, il regagnait le poste d'avant et a trouvé O'Sullivan en train de repasser son rasoir. Si ça vous amuse, je vais vous raconter ça en détail. Allez-y, ça m'intéresse énormément. Voici donc ce qu'il m'a exactement dit. Lieutenant, si vous permettez, j'ai un mot à vous dire. Je t'écoute. Lieutenant, O'Sullivan m'a demandé poliment « Vends-moi tes bottes de mer, tu veux ?» Te vendre mes bottes de mer, j'ai répondu. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Mais je n'ai que 7 paires et tu en as une à toi, j'ai dit. Ça fait rien. Comme ça, j'en aurai une de rechange pour les mauvais temps. Alors je lui ai dit, tu n'as pas d'argent. Je te réglerai quand je toucherai ma paye à la fin de la traversée. Je ne marche pas. Je n'aurai plus de bottes et toi, tu en aurais une paire qui te servirait à rien. D'abord, qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux les jeter, par-dessus bord, il m'a répondu. Alors je lui ai tourné le dos. Mais O'Sullivan m'a couru après, avec son rasoir qu'il venait de repasser, en me disant d'une voix douce « Monsieur Fay, venez ici, je vous prie, pour que je vous coupe la gorge. » Alors j'ai compris qu'il ne plaisantait pas, lieutenant. Je suis venu vous faire mon rapport et vous prévenir qu'O'Sullivan est un fou, très dangereux. C'est aussi mon avis, observai-je. Il m'a frappé immédiatement par son air égaré. Il n'arrête pas de parler tout seul. Mon opinion corrobore la vôtre, monsieur Pathurst. C'est aussi mon avis, observai-je. Il m'a frappé immédiatement par son air égaré. Il n'arrête pas de parler tout seul. Mon opinion corrobore la vôtre, monsieur Pathurst, approuva M. Meller. Au même moment, le deuxième lieutenant, ayant gratté une allumette, enleva sa casquette pour protéger la flamme et alluma une cigarette. En se découvrant, il me montra une tête grisonnante, abondamment fournie de cheveux au front, aux oreilles et au cou, mais dont le sommet n'était couvert que de quelques poils clairsemés. En travers du crâne ainsi dénudé, courait la plus impressionnante cicatrice que j'eusse jamais contemplée. Une fente béante, large de 2 doigts et profonde d'autant.
On aurait dit qu'on allait voir, dans ce sillon, battre la cervelle sous une légère couche de peau rosée. M. Meller remarqua ma stupéfaction, sans en discerner la cause. Il se recoiffa d'un air amusé et m'expliqua. Ce n'est pas seulement sur l'Elseneur qu'on embarque des fous. C'est sur un autre bateau, un autre fou, le cuisinier du bord, qui m'a gratifié de cette entaille avec le hachoir à viande. Ça s'est passé dans le sud de l'océan Indien, à des milliers de milles de toute terre. Le coq s'était mis dans la tête que nous étions à Boston et que par pure méchanceté je lui refusais la permission de descendre à terre. Il était derrière moi quand il a frappé, et je n'ai pas pu arrêter le geste que je ne voyais pas. Mais comment avez-vous pu guérir d'une blessure aussi effroyable? Il y avait donc à bord un chirurgien émérite? M. Meller secoua la tête. Pas le moindre chirurgien. Mais grâce à la grande vitalité qui était en moi, je ne voulais pas mourir. C'est le capitaine qui m'a soigné. Avec de la mélasse. Le capitaine, un vieux loup de mer, n'appréciait pas du tout les antiseptiques. La mélasse, appliquée sur les blessures fraîches, était son remède. Il n'en connaissait pas d'autre. Je suis resté immobile dans ma couchette pendant de nombreuses semaines. Vous pensez pour moi, quel ennui! Toujours est-il que lors de notre arrivée à Hong Kong, la blessure était effectivement cicatrisée et que je commençais à reprendre mes quarts comme si rien ne s'était passé. Je devais me rendre compte, un jour, du rôle capital que cette blessure inouïe était appelée à jouer dans la destinée du deuxième lieutenant, et par répercussion, dans celle de l'Elseneur. Si j'avais su alors ce qui devait se passer par la suite, le capitaine West aurait été sur-le-champ tiré de son sommeil, sorti de son lit avec vigueur par un passager en robe de chambre, et sommé impérieusement de me ramener dardard à Baltimore. Dussé-je, comme rançon, lui payer les prix conjugués de son bateau et de la cargaison qu'il portait. Pour le quart d'heure, malheureusement, M. Meller faisait simplement l'objet de mon admiration. Comment pouvait-il être encore de ce monde et vaquer à ses occupations coutumières avec une pareille fente dans le crâne? Nous continuâmes, un instant encore, à causer amicalement de choses et d'autres. Mais je m'obstinai, à l'adresse du second lieutenant, dans une défiance instinctive. Derrière ses yeux s'embusquait une personnalité différente de celle qu'il montrait officiellement. Il était une dualité énigmatique, dont la moitié seulement parlait et dont l'autre se taisait. Le masque des mots cachait la réalité de la pensée. Chapitre 10. Revenu dans ma cabine, je pris, toujours en attendant le sommeil, un volume de Rosny, intitulé Le Termite, que je lus en bonne partie. Ce qui contribua plutôt à m'exaspérer, puisqu'il n'est question dans ce roman que du récit, fouillé à fond comme à la loupe, des névroses et des souffrances à la fois physiques et morales du personnage principal, Noël Servaise. J'envoyai finalement promener le bouquin, en pestant contre les analystes français ainsi torturés, et me consolai avec Stendhal, plus naturel et plus divertissant. Au-dessus de ma tête, j'entendais, comme la nuit précédente, les allées et venues régulières de M. Meller. À 4 heures du matin, il fut remplacé par M. Pike, dont le pas était sensiblement plus pesant. Le temps se modifiait du tout au tout. Il grossissait de minute en minute, et l'Elseneur se mit à donner de la bande. Je perçus des bruits de pas nombreux sur le pont, et sans distinguer exactement ce qu'il disait, j'entendais M. Pike aboyer des ordres véhéments à l'adresse de l'équipage. L'Elseneur s'inclinait tellement que l'eau atteignait parfois le hublot de ma cabine. Mais en même temps, le bateau prenait de la vitesse, ainsi que je le compris à la force des lames contre sa coque et au battement des écumes. Le steward m'apporta mon café et je ne fis guère que somnoler, jusqu'à l'heure où Wada vint me servir mon petit déjeuner et m'aider à m'habiller. Lui aussi, pour des causes différentes, se plaignait de ne pouvoir dormir. La couchette qui lui avait été attribuée se trouvait, avec celle de Nancy, dans le rouf central. La pièce, entièrement cloisonnée d'acier, était exiguë et ne pouvait recevoir d'air que par la porte quand elle était ouverte. Mais Nancy voulait qu'elle reste fermée. Et Wada, qui occupait la couchette supérieure, était suffoqué. L'atmosphère, précisa-t-il, était tellement viciée et raréfiée que la flamme de la lampe, même avec la mèche montée à bloc, éclairait à peine et dégageait une puanteur infecte.
ce qui n'empêchait pas Nancy de dormir à poing fermé, et même de ronfler comme un phoque, tandis que lui, Wada, ne pouvait même pas s'assoupir. Cet homme, conclut Wada, être en outre d'une très grande malpropreté. Lui, vrai cochon. Moi, impossible de rester une nuit de plus dans cet endroit. En effet, le japonais, sans en demander la permission à personne, transporta toutes ses affaires dans la grande chambre arrière et s'y installa un lit de fortune dans un coin obscur, encerclé solidement, comme d'un rempart, de mes malles et de mes caisses à livres. Quand je montai sur la dunette, je trouvai une mer orageuse. L'Elseneur, avec ses voiles en majeure partie carguées, fendait les vagues plombées sous un ciel bas, lugubre et sans soleil. M. Meller, qui avait dormi de 4 heures jusqu'à 7 heures et demie, était revenu à son poste. Il remarqua sans doute mes yeux rougis par l'insomnie, car il me dit en souriant « Eh, mon Dieu, oui, monsieur Bathurst, je dors comme un enfant, durant les brèves heures de sommeil qui me sont allouées, et ça suffit à me procurer la détente nécessaire. Dormir aussi profondément, ajouta-t-il avec une ironie énigmatique, est le signe certain d'une bonne, très bonne conscience. » Je n'en étais nullement persuadé, mais ne pus qu'approuver. Dans sa cabine, le capitaine West, un cigare à la bouche, lisait la Bible. Miss West ne se montra pas. La mer grossissait d'heure en heure, et l'Elseneur embarquait sans arrêt. Je m'installai dans la chambre des cartes, dont je fermai soigneusement la porte, et là, bien à l'abri, je découvrais par ses hublots tout le pont du navire. Je voyais les vagues déferler par-dessus la lisse et les paquets de mer s'abattre en une avalanche ininterrompue. Les hommes occupés à la manœuvre étaient trempés des pieds à la tête. À tout moment, l'un d'entre eux basculait et était roulé sur le pont, dans l'eau torrentueuse qui s'échappait par les dallots et dans l'écume épaisse qu'elle laissait derrière elle. Les misérables se cramponnaient à n'importe quoi pour ne pas tomber, se relevaient à grand-peine une fois renversés et se blottissaient où ils pouvaient, quand ils voyaient une montagne liquide s'avancer sur l'Elseneur. Parmi eux, M. Pike et M. Meller allaient et venaient sans broncher, en aboyant leurs ordres. Il semblait que la mer n'eût pas de prise sur eux. Aujourd'hui, j'ai découvert le capitaine West. C'est un être incomparable. Il est le samouraï que nous décrit Wells dans son Utopie moderne, le surhomme qui connaît le grand secret de la vie, le maître souverain qui a cristallisé le suprême savoir et tient dans ses mains, pour la sauver, l'existence de tous ceux qui tournent et s'agitent autour de lui. Laissez-moi vous raconter ça. Le même jour, grisâtre et morne, s'était levé sur une mer démontée. L'Elseneur, avec sa voilure réduite, continuait à se ruer à travers l'Atlantique. Il recevait l'eau en cataracte et la revomissait par tous ses dallots. Mais ce n'était rien encore. Au plus fort d'une rafale hurlante du sud-ouest, le vent sauta subitement d'un quart de cercle. C'est-à-dire qu'avec une violence redoublée, une bourrasque nouvelle du nord-ouest nous attaquait maintenant. Du coup, le capitaine West apparut sur la dunette. Les pauvres diables de l'équipage continuaient à tomber comme des quilles, aveuglés par les embruns et plus abrutis encore que d'habitude, vautrés sur le pont, apeurés, ils s'efforçaient d'exécuter de leur mieux les ordres de M. Pike. Moins éprouvant, le spectacle de toutes ces marionnettes qui s'écroulaient les unes après les autres aurait été du dernier comique. M. Pike subissait les mêmes avalanches que ses subordonnés, mais parvenait, je ne sais comment, à conserver toujours son aplomb. À la suite d'un coup de mer plus dur que les autres, 2 hommes tombèrent et ne se relevèrent pas. Il fallut les emporter. L'un, Lars Jacobson, un Scandinave, avec une jambe brisée. L'autre, Kid Twist, sans connaissance, avec une blessure à la tête. « Nous sommes en plein cyclone », me déclara le capitaine West comme une chose toute naturelle. Le vent a complètement chamboulé la boussole. Alors que je me cramponnais de toutes mes forces à la lisse, le capitaine West, aristocratique, le corps élancé sous son ciré qui ruisselait comme le mien, se jouait du tangage et du roulis, et semblait, sans effort, maintenir son équilibre dans la danse folle de l'Elseneur. Je le vis lever les yeux vers le ciel, qui, chargé de nuages amoncelés, s'assombrissait encore. Le vent arrivait à son paroxysme. Dans les mâts d'acier, dans les vergues et les cordages, dans ce qui restait de toile encore tendue, on entendait un concert diabolique,
formé pêle-même de bruits sourds, de sifflements, de cris stridents et de gémissements. Et la voix du capitaine West sonna à son tour. Une voix aérienne, claire comme le timbre d'une cloche de pur argent, mélodieuse et puissante à la fois, comme pourrait être celle de l'archange Saint-Michel au jour du jugement dernier. Aux ordres impératifs et calmes que lançait cette voix, dans le rugissement de l'ouragan, l'homme de barre fut le premier à obéir. Puis M. Pike et M. Meller, qui, sur le pont, pataugeaient dans l'eau jusqu'à la ceinture. Enfin, l'équipage tout entier, par un réflexe transmis par les deux lieutenants qui firent écho au commandement reçu. Je regardais le capitaine West. Il semblait un pur esprit, issu l'on ne sait d'où, pour dominer le chaos et apporter dans la lutte titanesque qui se livrait la victoire aux hommes à demi anéantis qui luttaient et s'acharnaient en vain. Porté sur les ailes de la tempête, le samouraï était venu parmi les éclairs, la foudre et le tonnerre, afin de conduire vers le salut le malheureux Elseneur, aussi éprouvé que les hommes qui le montaient. Une courte détente se produisit, peu après. Une déchirure bleue apparut dans l'océan des nuages. Le vent tomba avec les embruns qu'il projetait, et si la mer continuait encore à gonfler ses vagues, l'atmosphère était devenue étonnamment paisible. J'étais tout surpris de cette brusque accalmie. Le cyclone, pensais-je, était parti comme il était venu. Mais de la main, le capitaine West me toucha l'épaule. « Tenez-vous bien, me dit-il. Le vent a sauté de nouveau. Voici le premier ouragan, celui du nord-ouest, qui revient. » Une minute après, la tempête recommençait à se déchaîner sur l'Elseneur, qu'elle faisait vibrer de la quille à la pointe des mâts, comme une harpe pour en tirer des sons farouches. Le samouraï, face au vent et dans un balancement tranquille de son corps, lança de nouveau ses ordres qui furent instantanément exécutés. C'était un spectacle extraordinaire. À demi suffoqué, je tins pourtant bon sur la dunette. Pour la première fois, je comprenais la mer, et tout ce que pouvait un homme d'une intelligence supérieure sur le lamentable troupeau d'esclaves auquel il commandait, par l'intermédiaire de ces demi-esclaves qu'étaient M. Pike et M. Meller. Le prestige des deux lieutenants, que j'admirais tant une heure avant, s'était comme évanoui en face de l'être surnaturel qui planait au-dessus d'eux. Pour un peu, je ne les aurais pas distingués du reste de l'équipage. Quant au samouraï, il avait à la fois dompté les hommes, le ciel noir de colère et la rage impuissante de la mer. Lorsque sa victoire fut complète, le capitaine West, toujours superbe et olympien, descendit de la dunette où je demeurais un quart d'heure encore. Je le retrouvai dans le grand salon. Il avait enlevé ses bottes de mer, son ciré et son surroi, tout son harnachement ruisselant. Ayant chaussé ses pieds de pantoufles de tapisserie, il s'était remis à fumer, d'un air rêveur, les yeux grands ouverts, le regard perdu dans un invisible au-delà. Chapitre 11. Une mauvaise nuit. Je me suis endormi rapidement, épuisé par le manque de sommeil, mais je me suis réveillé au bout d'une heure. Les rougeurs cutanées qui m'avaient tellement tourmenté avaient tout à fait disparu, mais la danse infernale du navire n'arrêtait pas. Un peu avant 5 heures, quand j'eus absorbé mon café, je me suis enveloppé dans ma robe de chambre, et ne sachant que faire de ma peau, je suis venu dans le grand salon. J'y ai un peu sommeillé dans un fauteuil, d'où je fus soudain délogé par un violent coup de roulis. J'ai tâté du divan cher au capitaine West, et m'y suis immédiatement endormi. Mais 5 minutes après, j'étais de nouveau viré. Le capitaine West, quand il repose si placidement sur ce divan, ne dort évidemment que d'un œil, à moins que, même dans son sommeil, son corps ne s'associe d'instinct au mouvement de la mer. J'ai déambulé vers la salle à manger, et m'y suis coincé dans un des sièges fixés au plancher. Je me suis enfin profondément endormi, la tête sur mes bras, et mes bras sur la table. À 7h15, le steward est venu me secouer avec politesse pour me réveiller. Il était temps de mettre le couvert et de servir le petit déjeuner. Encore alourdi par ce pesant et bref sommeil, je suis retourné dans ma cabine afin de finir de m'habiller. Puis j'ai gagné d'un pas incertain la dunette, dans l'espoir que le grand air dissiperait les toiles d'araignée de mon cerveau. Le vent commençait à mollir,
et il paraissait évident que le plus fort de la bourrasque était passé. M. Pike était de quart. En l'absence du capitaine West, qui avait repris son rôle de passager privilégié et était redevenu totalement étranger à ce qui se passait sur le navire, j'ai ressenti de nouveau une juste admiration pour le second. Rien que pour les dernières 24 heures, son temps s'est réparti ainsi. De 4 heures de l'après-midi à 6 heures du soir, sur la dunette. De 8 heures à minuit, sur la dunette. De 4 heures à 8 heures du matin, sur la dunette. Il allait être relevé d'un instant à l'autre, mais à midi, il reprendrait son poste. Un homme de 69 ans. On a beau dire, c'est magnifique. Monsieur Pike, ce vieux lion, a droit à tous les éloges. Alors que les dallots continuaient à soulager le pont de l'Elseneur de l'eau que le bateau embarquait encore et dont le poids s'ajoutait aux 5000 tonnes de houille contenues dans ses flancs, M. Pike m'apprit que le charbon est un excellent chargement, et que lui-même, au surplus, avait présidé à l'arrimage. Donc rien à craindre de ce côté, il pouvait me l'affirmer. Le cyclone que nous venions de subir avait, en outre, causé maints dégâts. Parmi des traînées de rouille, des morceaux de fer gisaient sur le pont, et aussi du bois brisé. Une partie de la lisse de tribord avait été arrachée, et tout un lot de cordages et de poulies traînait çà et là. On s'empêtrait les pieds dans ces débris. Nancy et une demi-douzaine d'hommes s'efforçaient, d'un air harassé et lamentable, de réparer tout ce saccage. Ce pauvre Nancy semblait en proie à une angoisse infinie. Il avait une mine douloureuse qui faisait peine à voir. Et quand une montagne liquide s'avançait vers l'Elseneur, prête à y déverser son avalanche, il était toujours le premier à courir pour s'y cramponner vers la corde de secours qui avait été tendue, de l'avant à l'arrière, d'un bout à l'autre du navire. Les hommes qu'en principe il était chargé de diriger n'étaient pas moins prompts à abandonner leur besogne et à s'accrocher à la corde salvatrice qu'ils saisissaient à pleine main. Ainsi suspendus en l'air, quand leur corps tout entier ne chavirait pas dans l'eau tourbillonnante, ils se maintenaient dans cette position instable, tandis que leurs jambes qui pendaient étaient balayées par le flot glacé. Avec un rictus cruel au coin de la lèvre, M. Pike jetait de temps à autre un regard profondément amusé vers ces créatures pitoyables qu'il méprisait, parce qu'elles n'avaient pas sa constitution de fer. C'était, dans sa cruauté, la loi de la mer qui continuait. Mon attention fut attirée par le petit homme, sourd comme un pot, le nain contrefait et faunesque dont j'ai déjà parlé. Ses yeux brillaient toujours comme des charbons ardents dans sa face ravagée et semblaient plus implorants que jamais. Et pourtant, malgré sa faiblesse, il fournissait un travail démesuré, comparé à celui des autres hommes. Tous ses nerfs se tendaient vers l'effort, et il était le dernier à s'accrocher à la corde de secours, le premier à la quitter, pour revenir dans les tourbillons liquides et poursuivre son labeur. Je ne pus m'empêcher de faire observer à M. Pike que les hommes, loin de reprendre des forces depuis le départ, comme me l'avait assuré Miss West, étaient, bien au contraire, de jour en jour, plus affaiblis et décharnés. « C'est également mon avis, » répondit M. Pike. « Les exercices auxquels ils se livrent sont, en réalité, très bons pour leur santé. Mais essayez de ressusciter des charognes. Vous vous souvenez, M. Pathurst, de cet homme que j'ai interpellé parmi d'autres, devant vous, le jour de l'embarquement, et qui m'a dit s'appeler Charles Davis. Parfaitement. Je ne l'ai pas oublié. Eh bien, allez voir ce qu'il est aujourd'hui. Vous le trouverez au Rouf central, dans cette même chambre où est couché le faux suicidé que je soigne. Une fameuse recrue pour l'hôpital, que ce Charles Davis. Il a dans tout le corps des trous où je pourrais fourrer le poing. Ce n'est pas un homme, c'est une écumoire. J'ignore s'il s'agit d'ulcères perforants, d'une lèpre cancéreuse, ou s'il a reçu une giclée de plomb. Quand j'ai découvert le pot rose, il a eu le toupet de m'affirmer qu'il avait pêché son mal depuis son arrivée sur l'Elseneur. Je me demande vraiment comment il était parvenu à dissimuler son état physique. Ça fait certainement des années qu'il est comme ça. Il constitue une véritable curiosité physiologique. Et les premiers jours, il a travaillé comme les autres? Mon Dieu, oui! C'est incroyable, mais c'est comme ça. Pour savoir exactement ce dont il était capable, je l'ai fait grimper dans la mâture. Je l'ai envoyé dans la cale pour y déplacer quelques tonnes de charbon. Je l'ai collé à toutes les corvées.
Il n'a pas bronché. Mais de faire trempette dans l'eau salée, ça l'a mis sur le flanc. Ses plaies se sont envenimées et il est incapable, pour le reste du trajet, de faire quoi que ce soit. N'empêche qu'il touchera sa paix à l'arrivée, pour s'être dorloté dans sa couchette et n'avoir fourni aucun travail. Ce sont les règlements. C'est un forban qui nous a possédés. Et le grec que vous avez recousu, dans quel état est-il? Il est en excellente voie de guérison, et je le mettrai à la barre avant la fin de la semaine. Si nous arrivons à bon port, je pourrais dire que je n'ai pas chômé. Et M. Pike, d'un geste qui lui était familier, resserra une fois de plus ses poings écorchés, comme s'il supputait leur puissante menace. Témoigner ma sympathie à M. Pike pour sa besogne écrasante est, je le sais, une entreprise futile. Le seul résultat est de rendre son humeur plus noire. Je risquai cependant à son adresse quelques paroles de compréhension, auxquelles il riposta. Avez-vous remarqué un type qui répond au nom de Mulligan Jacobs et qui est affligé d'une déviation de la colonne vertébrale? C'est un vulgaire trimardeur, un de ces vagabonds de la route qui s'embauchent pour n'importe quel travail. Le jour où ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, un marin d'eau douce tout au plus, engagé au titre de marin patenté. Quelle honte! Il doit compter dans les 50 kilos, et ne pèse certainement pas plus de 45 kilos. Il est méchant et sournois, c'est une guêpe, une vipère. Il ne craint rien, parce qu'il sait qu'on n'ose pas le toucher de peur de le casser en morceaux. Celui-là aussi est une perle de la plus belle eau. Faites-moi confiance. Étant remonté sur la dunette après déjeuner, je trouvai M. Meller de quart. La conversation s'engagea, et je lui demandai si, pour les fameuses bottes, O'Sullivan avait enfin traité avec Andy Fay, quand Miss West émergea de l'escalier intérieur. Elle était fraîche et rose, et paraissait tout à fait remise du mal de mer qui l'avait emprisonnée dans sa cabine depuis 2 jours. Alors qu'elle s'avançait vers moi pour me dire aimablement bonjour, je ne pus m'empêcher d'observer de nouveau l'agilité et la souplesse de sa démarche, ainsi que son teint clair et la fermeté de sa chair. Son cou, qui se dégageait d'un grand col marin et d'un chandail blanc ouvert sur la gorge, avait ce même aplomb merveilleux que j'avais admiré déjà. Un béret de tricot blanc enserrait sans excès ses cheveux soigneusement lissés. Jamais on n'aurait cru qu'elle venait d'être malade. La vie chez elle avait pleinement repris le dessus. Elle était, physiquement et moralement, l'image de l'équilibre et de la santé. Elle était la vie même. Mon aspect était loin de répondre au sien, et par la suite du manque de sommeil, mes yeux étaient jaunes, comme si j'avais eu une maladie de foie. Miss West me demanda si j'avais éprouvé, comme elle, les atteintes du mal de mer. Je lui répondis que, grâce au ciel, j'avais été épargnée, mais que je dormais debout. « Consolez-vous, me dit-elle, ce n'est pas grave. Mais, insistai-je, savez-vous que pour des causes diverses, je n'ai pas fermé l'œil plus de 5 heures au total depuis que je suis à bord? C'est terrible, en effet. Pauvre enfant. Et elle éclata de rire. Pauvre enfant, pauvre enfant. Miss West était pourtant ma cadette. Mais j'empochai le compliment, sans récriminer. La mer s'apaisait. Tenez, monsieur Bathurst, reprit gaiement Miss West, venez plutôt avec moi, que je vous montre mes poules. Je suivis docilement la jeune fille sur la passerelle d'acier. Elle nous amena au roof central, sur le toit duquel était installé le poulailler. Il y avait là 4 douzaines de poules bien grasses, flanquées d'un coq. Les pauvres bêtes avaient dû passer de rudes moments au cours de la tempête, et leurs plumes étaient encore hérissées. Mais elles n'avaient pas été oubliées, et le matin même, Miss West avait fait disposer, dans leur cabane, pour les réchauffer et les sécher, un poêle à pétrole qui fonctionnait encore. Le steward, qui avait procédé à l'installation, fut convoqué, ainsi que M. Pike, et Miss West réitéra, pour l'alimentation des bêtes, les ordres qu'elle avait déjà donnés. Le sac contenant à leur intention du gruau de blé et d'avoine avait été égaré parmi d'autres colis lors du chargement de l'Elseneur. On devait absolument retrouver ce sac au plus tôt, même s'il fallait mettre le magasin des vivres sans dessus-dessous. « J'exige, monsieur Pike, poursuivit Miss West, une propreté absolue.
Vous surveillerez personnellement l'homme chargé de nettoyer chaque jour le poulailler. Comme nourriture, pas de détritus et rien d'avarié. Combien d'œufs hier, Stuart ? Les yeux étroits du Chinois s'illuminèrent quand il annonça que malgré le mauvais temps, il en avait, la veille, recueilli 9. Il ajouta qu'il en espérait pour aujourd'hui une bonne douzaine. Très bien. Regardez aussi s'il y a des poules qui ne pondent pas. Il est inutile de garder celles-là, nous les mangerons. Mais prévenez-moi toujours avant de procéder à une exécution de ce genre. Chapitre 12. Miss West, une fois redescendue dans sa cabine, je suis de nouveau allée, accompagnée de M. Pike, à la découverte de l'équipage. C'est la première fois que Steve Roberts, comme tant d'autres de ses compagnons, met le pied sur un bateau. Comment, des pâturages de l'Ouest, est-il venu un jour échouer à New York? Puis, poussant jusqu'à Baltimore, s'est-il engagé à bord de l'Elseneur? C'est ce qu'on ne peut pas arriver à lui faire dire. Quand on l'interroge à ce sujet, il répond qu'il n'en sait rien. C'est un cow-boy égaré sur un bateau. Il n'est pas grand, mais svelte et solidement bâti. Ses épaules sont larges, les muscles des bras et de la poitrine bombent sous la chemise. Il est dégourdi, intelligent, et se tire vraiment bien d'un métier qu'hier il ignorait totalement. Il est, au demeurant, faux comme un jeton. Lorsqu'il parle, il vous regarde bien en face, avec une effronterie qui n'est pas de la franchise, et dans ses yeux brille une lueur de méchanceté. Il appartient à la même famille morale que Kid Twist, Nosey Murphy et Bert Rhine, qu'en dehors des heures de travail il fréquente volontiers. Mulligan Jacobs est venu rôder autour de moi pendant que j'étais installé sur un fauteuil de pont, à lire quelques livres que Wada m'avait apportés. Ces livres et leurs titres qu'il dévorait des yeux paraissaient éveiller chez Mulligan Jacobs un extraordinaire intérêt. On aurait dit qu'il contemplait un dépôt d'or. Ses petits yeux, bleu pâle et bordés de rouge, qui semblaient avoir été forés à la vrille, lançaient du feu. M. Pike, certainement, ne s'est pas trompé. Cet individu n'est que fiel et venin. C'est l'homme qui est habité par la haine. Il hait tout, en bloc, sauf les livres, pensai-je, en voyant son obstination à contempler ceux qui étaient là autour de moi. « Tu voudrais, demandai-je avec bienveillance, que je t'en prête quelques-uns, mon vieux ?» Instantanément, l'homme durcit son regard. Il me dévisagea comme il aurait regardé un ennemi mortel, et je me sentis, du coup, enveloppé dans sa haine. « Ah, merci bien !» ricana-t-il. « Ça fait plaisir de voir un homme bien portant, qui trouve des esclaves à embaucher à son service et se prélasse dans un fauteuil, pendant qu'un pauvre type comme moi, avec sa colonne vertébrale déviée, se crève au travail. Ces livres que vous m'offrez, c'est votre esclave patenté qui vous les a montés de votre cabine. Ils sont trop lourds pour que vous les portiez vous-même, pas vrai? Vous pouvez vous les garder, vos bouquins. Moi, je n'ai pas le temps de lire. C'est ça qui me met des pointes de feu dans le cerveau. » Cette confession était si terrible et apocalyptique que ce fut avec un réel sentiment de satisfaction que j'entendis, derrière moi, le pas lourd de M. Pike. Il me semblait que j'étais face à face avec un tigre. Une sorte de panique s'était emparée de moi et m'avait glacé le sang. Puis je songeais qu'en face de cet être chétif, je n'avais en réalité rien à craindre. J'étais 10 fois assez fort pour le saisir à la gorge en cas de besoin et lui faire cracher son âme. Mais ce n'était guère une consolation. Cet être diabolique m'apeurait, comme aurait pu le faire une armée de cloportes, une ruée de bêtes venimeuses montant à l'assaut vers moi. Et j'eus l'atroce sensation de sentir les dents noires et brisées de Mulligan Jacobs qui s'enfonçaient dans ma chair pour la souiller à jamais. Je me remis pourtant de mon émotion, tandis que l'homme restait planté là, debout, hideux et puant, mais malgré sa faiblesse, il semblait ignorer la crainte. J'essayai de raccrocher la conversation. « Tu souffres beaucoup de la tête ?» demandai-je. « Si j'en souffre, » me répondit-il. « Des pointes de feu, je vous dis, et des crochets chauffés à blanc, qui me lancinent et me brûlent sans arrêt. Mais dites-moi,
De quel droit possédez-vous tous ces livres? Par quelle faveur spéciale avez-vous tout le temps voulu pour les lire tranquillement, alors que moi je souffre atrocement de la tête, que je fais quart sur quart, et que je trime comme un damné, sous la menace incessante des 2 lieutenants, avec ma colonne vertébrale brisée? Pour flatter sa manie, je m'obstinai et demandai à se détraquer quels étaient ses auteurs de prédilection. Ce fut avec une complaisance visible et l'esprit très net en apparence qu'il me nomma Renan, Shakespeare, Robert Browning, Carlyle, puis Zola et Anatole France, qui l'enthousiasmaient au-delà de tout. À son avis, Maeterlinck coupait les cheveux en 4. Il y avait du bon dans Ibsen, quoiqu'il fût en réalité un lèche-botte des bourgeois. Heine était bon, Flaubert dépassait Maupassant de 100 coudées, Tourguenieff valait mieux que Tolstoï, mais Gorky était le meilleur du chaudron russe. Il ajouta qu'il n'ignorait pas Kropotkin, mais qu'il n'était pas comme lui anarchiste. Pauvre épave, quelle salade! Comment cet homme, qui avait un fond réel d'intelligence, était-il tombé aussi bas? Comment était-il venu lui aussi sur l'Elseneur, livrer sa triste carcasse au poing de M. Pike? Quelle étonnante existence avait pu être la sienne? Les tenailles qui lui broyaient le cerveau s'étaient un peu desserrées, et il me déclara qu'il avait dans sa jeunesse, au Canada, exercé le métier d'athlète professionnel, puis celui de coureur à pied. La maladie s'était ensuite abattue sur lui. Durant un quart de siècle, il avait erré sur les routes, et plus que personne fait connaissance, il pouvait s'en vanter, avec les geôles municipales et les prisons d'État. Mais M. Pike, qui avait besoin de Mulligan Jacobs, s'était approché de nous. Il était évident que les dissertations philosophiques auxquelles nous nous livrions, le dément et moi, commençaient à lui porter sur les nerfs. Aussi fonça-t-il tout à coup vers l'homme et lui cria-t-il : « Au travail, mon gars. Ton quart terminé, tu reprendras ta conversation avec M. Paterhurst, si le cœur t'en dit. » Mulligan Jacobs redressa, du mieux qu'il put, sa colonne vertébrale brisée, et j'eus l'impression que, si je touchais du doigt sa figure, il en sortirait des étincelles, comme de la fourrure d'un chat caressé à rebrousse-poil par tant d'orage. Il vociféra. « Et toi, espèce de brute, va-t'en au diable !» Alors que toute la haine accumulée depuis des années avait reparu sur les traits de Mulligan Jacobs, une lueur de meurtre avait simultanément passé sur le visage de M. Pike. Je le vis s'élancer, le poing levé, prêt à frapper. Un seul coup de cette patte d'ours, et Mulligan Jacobs, avec toute la haine qui l'habitait, disparaissait à jamais dans la nuit éternelle. Mais l'estropié ne s'effara point. Tel un rat acculé dans le coin d'une chambre ou un serpent surpris dans l'herbe, il tint tête sans fléchir. Bien plus, gouailleur et montrant les dents, il tendit la tête en avant, comme pour mieux recevoir le coup qui lui était destiné. Devant cette lamentable créature, infirme et répugnante, M. Pike retint son bras. « Allez-y !» cria Mulligan. « Cognez ! Qu'est-ce qui vous retient ? Vous avez peur de moi ?» Je vis qu'une bataille se livrait sous le crâne de M. Pike. Frappé, dans ces conditions, malgré toute sa dureté, et j'en suis persuadé, l'envie qu'il en avait, il ne put s'y résoudre. « Pour l'instant, dit-il enfin, laissons tomber. Va à ton travail, Mulligan. Le voyage n'est pas terminé. On aura l'occasion de se retrouver. » Je vis Mulligan Jacobs, en signe de remerciement, tenter de cracher à l'adresse du second toute la rage qui était concentrée en lui. Mais les mots ne parvinrent pas à sa gorge contractée. Le second, au fond, vexé de sa faiblesse, tourna brusquement les talons, et Mulligan Jacobs, oubliant de me saluer, alla rejoindre l'équipage dont il faisait partie. Pour me détendre les jambes, je fis un tour de pont et rencontrai M. Meller, à qui je demandai de nouveau, en manière de plaisanterie : « Eh bien, O'Sullivan a-t-il enfin acheté les bottes d'Andy Fay ? » ?»« Pas encore, monsieur Paterhurst, mais ce matin il a été bien près de les avoir. Voulez-vous venir avec moi ? » Sans plus d'explication, M. Meller me conduisit vers l'avant, où je vis 2 matelots, 2 Japonais, assis sur un panneau. Ils étaient en train de coudre dans de la toile à voile, à l'aide de grandes aiguilles, un paquet long qui me parut de prime abord être un corps humain.
J'interrogeai du regard M. Meller. O'Sullivan s'est en effet servi de son fameux rasoir, me répondit-il. Et c'est Andy Fay m'écriai-je. Non, ce n'est pas Andy Fay, monsieur Pathurst, c'est un autre. Un Hollandais, nommé, d'après le rôle de l'équipage, Christian Jesperson. Il a eu la malencontreuse idée de se trouver sur le chemin d'O'Sullivan, qui courait après Andy Fay. Et c'est Christian Jesperson qui a reçu le coup de rasoir. Andy Fay a réussi à s'esquiver. Il est légèrement blessé. Tenez, regardez-le, là-bas. Je vis en effet Andy Fay, qui, un bras en écharpe et un pansement autour de la tête, suçait sa pipe, assis sur un paquet de cordages. Accroupi à côté de lui, Mulligan Jacobs témoignait au blessé ses sentiments de sympathie, à moins qu'il ne fût là pour se régaler de sa souffrance. Shorty passa près de nous et m'adressa son inévitable grimace de clown. Je remarquai qu'une de ses mains était bandée. « C'est encore le rasoir d'O'Sullivan », m'expliqua M. Meller. « Pas possible !» Et un quatrième homme a également écopé. Un certain Isaac Chance, qui malheureusement pour lui, se trouvait dans les mêmes parages. Il n'est pas gravement blessé, mais il crie plus que tous les autres réunis, pire qu'un putois. M. Pike a fort à faire avec tous ces éclopés, qu'il a recousus au mieux et dont les soins lui incombent. « Et O'Sullivan ?» demandai-je. « Qu'est-ce qu'il est devenu ?» C'est encore M. Pike qui est intervenu pour arrêter la bagarre. Il lui a flanqué un direct, en pleine mâchoire, qui l'a calmé instantanément. Solidement ficelé, O'Sullivan a ensuite été emporté dans le roof central, transformé en infirmerie. Avec un équipage comme celui que nous possédons, il nous faudrait une camisole de force par bonhomme, quelques cellules capitonnées, un hôpital organisé et une maison de convalescence adéquate ne feraient pas mal non plus dans le paysage. Je ramenai mes yeux vers le corps, enveloppé de toile, de Christian Jesperson, et vers les deux Japonais qui lui cousaient son suaire. L'un d'eux avait la main droite enveloppée dans un épais bandage fait de toile et d'ouate. « Est-il blessé aussi ?» demandai-je. « Pas du tout, » me répondit M. Meller. « Il se nomme Yatsuda, et c'est, comme son camarade, un excellent ouvrier voilier. Mais à la suite d'un grave empoisonnement du sang, il vient de séjourner 18 mois dans un hôpital de New York. Le chirurgien voulait lui couper la main. Il s'y est énergiquement refusé. Et il a eu raison, en somme, de ne pas céder, quoique la main soit complètement morte, à l'exception du pouce et de l'index. Yatsuda a appris à coudre de la main gauche. Il est très habile, je le répète. J'eus la curiosité d'aller jeter un œil à l'infirmerie. J'y trouvai dans la couchette inférieure O'Sullivan ligoté sur le dos, délirant, roulant des yeux blancs et continuant son éternel monologue. Dans la couchette supérieure, Charles Davis, l'homme écumoire, fumait tranquillement une pipe. Il avait près de lui, sous sa main, un épissoir posé sur les couvertures. « Alors, vous venez visiter l'enfer ?» me dit-il en guise de bienvenue. « Vous entendez ? Au-dessous de moi. Ce dingue qui n'arrête pas de cacter. Impossible de le faire taire. Jour et nuit, c'est pareil. Pas moyen de dormir. Sans compter qu'il grince des dents. C'est horripilant. Je vous prends à témoin, monsieur Pathurst. Est-ce que c'est normal de mettre un malade, comme moi, en compagnie d'un type complètement timbré, comme celui que j'ai au-dessous de moi? Mais s'il continue, je le ferai taire. » Et Charles Davis serra dans sa main l'épissoir. M. Pike, en tournée d'inspection, s'approcha sans bruit. La couchette du bas, qui est la meilleure, aurait dû m'être réservée. C'est tout un travail de grimper où j'en suis et d'en descendre. Il y a des lois pour protéger les marins. Quand on sera arrivé à Seattle, je traduirai le second devant les tribunaux pour son inhumanité à mon égard, et vous me servirez de témoin. M. Pike, avançant d'un pas, apparut dans l'encadrement de la porte. « Ferme-la !» grogna-t-il. « Avocat manqué, toujours à râler. Quand on a eu le toupet de se faire inscrire au rôle d'un bateau dans l'état où tu t'es présenté, on commence par la boucler. Si tu continues à te plaindre, tu auras affaire à moi. Tu commences à m'embêter, sérieusement. » M. Pike étouffait littéralement de colère. « Je connais la loi, » riposta Charles Davis.
Quand je suis arrivé sur ce bateau, j'ai exécuté tous les ordres que vous m'avez donnés. Je me portais très bien. Tout l'équipage en est témoin. J'ai grimpé dans les mâts, je me suis tapé le charbon, j'ai fait mon service mieux qu'aucun autre, et j'ai barboté dans l'eau salée sans me plaindre. C'est après coup que je suis tombé malade. Je n'y peux rien. Ça me fait suffisamment marronner. Tu étais pourri jusqu'aux os avant de mettre le pied sur l'Elseneur, rugit M. Pike, et c'est moi qui te ferai condamner. Le tribunal maritime appréciera, répliqua Charles Davis, imperturbable. Il dira qui de nous deux a tort ou raison. Il ne dira rien du tout. Et si tu continues à m'exaspérer, c'est ça? Tapez-moi dessus, lieutenant. Aggravez mon mal. Le tribunal augmentera d'autant les dommages et intérêts auxquels j'ai droit. Et si je t'envoie par-dessus bord, tu iras les réclamer aux poissons, tes dommages et intérêts? Pivotant sur ses talons, M. Pike s'en alla. Je demeurai quelques instants encore en tâchant vainement de calmer Charles Davis. Un quart d'heure après, comme je croisais sur le pont M. Pike, le second fonça vers moi. Monsieur Pathurst, me déclara-t-il, d'un ton impératif qu'il n'avait jamais encore employé avec moi. Vous vous occupez beaucoup trop de ce qui se passe à bord. Chacun son métier. Vous faites le vôtre, ou je ne fourre pas mon nez, et moi je fais le mien. Ça vaut beaucoup mieux. Cela dit, il me laissa en plan. Je trouvai la leçon, après celle du capitaine West, un peu cavalière de la part de M. Pike. Car enfin, j'ai le droit d'émettre mon opinion. Je suis un passager, et qui paie fort cher son passage. Un passager. Pas du tout. Embarqué par faveur sur un bateau qui n'a pas de licence pour le transport des personnes, je suis inscrit sur le rôle de l'Elseneur comme 3e officier, avec un salaire de 35 $ par mois. Et Wada, mon domestique, pour qui je paie également un bon prix, est inscrit comme garçon de cabine. De toute évidence, je n'ai qu'à me taire. On ne s'attarde pas avec les morts sur un navire. Dès que les 2 ouvriers voiliers eurent terminé leur ouvrage, Christian Jesperson, un sac de charbon au pied, fut passé par-dessus la lisse et expédié au gouffre vert. Le temps était calme et doux, et l'Elseneur filait paresseusement à peine ses 2 nœuds. Aussi jugea-t-on inutile de mettre en panne. Le capitaine West vint à l'avant au dernier moment, son livre de prière en main, et devant l'équipage assemblé, il lut à haute voix le bref office des funérailles en mer. Après quoi, Christian Jesperson bascula dans le vide, et l'équipage se dispersa pour reprendre son travail. Ce fut bref et sordide. Miss West, assise dans un fauteuil de pont sur la dunette et absorbée par un fin travail de broderie, ne se dérangea même pas. J'allai vers elle et lui dis avec gravité. C'est fait. Le mort est immergé. Elle leva les yeux vers moi en souriant et prononça un ah parfaitement indifférent. Ça n'a pas l'air de beaucoup vous affecter, insinuai-je modestement. Oh, je sais qu'il est toujours désagréable de compter, dès le début du voyage, un homme de moins dans un équipage. Surtout quand l'équipage laisse, comme le nôtre, déjà beaucoup à désirer. Mais qu'y faire? Et pourquoi se frapper? Je ne connaissais pas cet homme, il m'ignorait, alors... Alors? C'est pour moi un simple fait divers, comme nous en lisons quotidiennement dans tous les journaux. Ni vous ni moi n'en mourrons de chagrin. Croyez-vous en Dieu? Mon père y croit. Mais vous? Je n'en sais rien. Ces choses-là me dépassent et je ne me tracasse pas la cervelle. Je m'en inquiétais quand j'étais petite fille. Depuis? Oui, j'en suis persuadée par moments. Je crois en Dieu. Mais je n'en suis pas très sûre. Alors j'évite d'y penser. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les mutinées de l'Elseneur de Jack London. On a lu de la page du chapitre 8 au chapitre 12, donc on a lu 5 chapitres. 8, 9, 10, 11, 12.
On a lu 5 chapitres et un total de 37 pages à peu près. On est passé de la page 74 à la page 111 sur un total de 313 pages. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis pas sûre que je vais lire chaque dimanche autant de pages. Mais je crois que j'avais dit qu'il y en avait pour 12-13 semaines. Je pense que ça va être beaucoup plus court. Peut-être 8. On va dire entre 8 et 12, allez. Non, 8 semaines, c'est vraiment si je lis autant, voire un petit peu plus qu'aujourd'hui. Donc, ouais, 8-10 semaines, un truc comme ça, on verra. Parce que si je suis un peu fatiguée, c'est long à monter derrière, donc si je suis un petit peu fatiguée, je couperai en fait. Enfin, à la fin d'un chapitre, évidemment. Mais donc on est arrivé à la page 111 sur 313. J'ai l'impression que on est toujours un peu dans une espèce d'exposition. Je sais pas comment ça se fait du coup, parce que comme je lis à peu près quelques chapitres une fois par semaine, je sais pas comment ça se ressentirait de le lire tout d'affilée. Ce qui fait que peut-être qu'on pourrait le sentir de manière un peu plus lourde. Le fait qu'on insiste beaucoup sur le fait que l'équipage est incompétent, l'équipage a l'air dangereux, il y a des alcooliques, il y a des fous. J'utilise les termes du livre. Bon, j'ai pas retenu tous les noms de personnages là parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Je vais très vite oublier Jesperson, paix à son âme, qui est parti nourrir les poissons. Mais là concrètement, moi je suis même à me dire, mais qu'est-ce qu'ils se font chier à garder Moi je suis direct dans le cœur du sujet, je suis à me dire qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à garder en fait quelqu'un qui a été planté des gars avec son rasoir quoi. Parce ils ont l'air hautement instables. Et là, je trouve qu'on a vu aussi une petite indication sur Monsieur Meller, comme quoi il y avait une espèce de double personnalité. À savoir qu'il y a le Monsieur Meller, ce qu'il montre, ce qu'il dit. Donc Monsieur Meller, c'est un des lieutenants. Il y a Monsieur Pike et Monsieur Meller qui ont à peu près le même âge et qui utilisent les mêmes méthodes. J'ai brandi mon poing pour ceux qui m'écoutent, qui ne me regardent pas. Et qui avait justement cette espèce de double personnalité. Ça n'a pas été dit comme ça, mais ce qu'il montre et ce qu'il dit de lui, et ce qui est sourd, enfin ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne montre pas, mais qui peut transparaître dans un regard ou des trucs comme ça. Et je suis en train d'essayer de voir qui peuvent être ces futurs mutinés. Parce que pour le moment, là, ils ont eu un gros coup de flotte, ils ont réussi à se démerder, grosso modo, à survivre. Il y a eu un peu de casse, mais là, on parle que de la vie ordinaire d'un équipage, à savoir qu'ils ont été sur un bateau où il y a eu du gros temps et qu'ils ont été bien brassés quand même. Et j'ai trouvé intéressant le fait que quand il y avait cette tempête, l'apaisement et rebelote tempête, en fait j'ai l'impression qu'ils avaient une espèce de cyclone, quelque chose qui tourne comme ça, qui se sont fait balader en fait quand ils ont quand le vent venait d'un sens, ça s'est apaisé quand ils étaient au milieu, et du coup quand ils ont traversé cette espèce d'œil du cyclone, ils ont eu le vent qui est venu de l'autre côté. Et que Monsieur West, il a montré au final qu'il a des connaissances fines sur le vent, les phénomènes météo, etc. Et mais c'est peut-être des connaissances qu'il connaît de manière un peu entre guillemets universitaire dans les livres, etc. Mais il a quand même il a de la bouteille. On sent qu'il est expérimenté et on sent que là, en fait, auprès de Monsieur Pat Hearst, il a balayé les lieutenants. Il a balayé Monsieur Pike, il a balayé Monsieur Meller. Parce qu'au final, Pike et Meller, c'est des gens qui obéissent aux ordres qu'on leur donne. Et ouais, c'est assez. Je trouve qu'il a pris une autre dimension là, Monsieur West. Mais je pense que c'est toujours pas
pas très malin de sa part d'être aussi éloigné que ça de son équipage, en particulier pas des deux lieutenants, pas des deux lieutenants, des autres. Je trouve que c'est pas malin. Et je, je trouve aussi que Monsieur Pathurst, il a une drôle de place parce que c'est pas entre guillemets un simple passager. Il était appelé troisième homme d'équipage, je sais pas quoi. Il a un petit salaire pour une place qu'il a pris. Euh, Wada, je sais pas si ça dit Wada ou Vada, c'est W-A-D-A. Il y a sûrement plein de noms que je prononce mal, mais Wada, du coup, c'est son homme de cabine à lui, mais ils paraissent quand même dans le rôle. Donc je pense que c'est le registre en fait où on liste les noms des gens et le rôle qu'on leur attribue, enfin la place, le métier. Et à mon avis, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont mettre la main à la pâte. Peut-être pas Wada, parce que Wada il a l'air quand même d'être plutôt vieux, peut-être qu'il peut servir à une espèce d'intendance, enfin gérer les quantités, compagnie, faire à manger, faire un brin de ménage et tout ça. Pas forcément aller tirer, aller toucher au filin pour les voiles. J'ai une bestiole qui vient de passer devant moi. Je sais pas ce que c'était. C'est peut-être un survivant moustique de cet été qui veut nous bouffer. Mais bref, ouais. Les mutinés, là, si je peux me commencer à dire qui peut être là-dedans, bah, je mettrais bien Monsieur Meller. Avec les trois, là. Celui qui est tordu, celui qui a la colonne vertébrale brisée, qui a l'air d'être... Le narrateur, il dit qu'il est intelligent, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui a lu. Donc, c'est quelqu'un qui est cultivé. C'est pas tout à fait la même chose. L'intelligence, moi je vois ça comme un espèce de potentiel et la culture, c'est en fait ce dont on s'est nourri et qui nous a nourris et ce qu'on a été chercher ou qui nous a été apporté par l'école par exemple. Mais c'est pas la même chose. On n'est pas sur les mêmes trucs. L'intelligence, je vois plus ça comme un espèce de talent, un potentiel qui peut être utilisé ou pas. Et bref, je vois bien en fait les trois Dalton là qui avaient l'air de sortir de prison ou je sais pas quoi. Je crois que c'était lui celui qui citait tous les c'était le cow-boy hein, qui citait tous les auteurs. Je sais pas. Est-ce que cette espèce de cow-boy c'est pas un petit peu c'est pas un peu Jack London? Je sais pas. Moi, c'est vraiment c'est de la grosse supposition. C'est pas très très recherché. Mais je sais pas. Miss West, je trouve elle a un rôle particulier aussi. Bon, moi j'ai un peu peur pour Miss West, honnêtement, parce que vu les bonhommes qu'il y a autour, je pense que Pike, il va jamais rien faire envers Miss West. Meller, Meller, on sait pas trop parce que bon, il n'y a pas eu l'air d'avoir tant que ça d'interaction. Mais Miss West, j'ai quand même vraiment peur. Parce que ça a l'air d'être des gros dingues, des gros tarés quoi sur ce bateau et quand il y aura du danger et compagnie, je trouve que, enfin, j'ai l'impression déjà il y a, s'ils se retrouvent un moment l'équipage à avoir faim, ils ont, il y a un petit chien qui sert pas à grand chose, un bébé en plus, hein, c'est un jeune chien. Il y a les poules. À mon avis, il va leur arriver des bricoles. Parce que s'ils arrivent, en fait, si le voyage dure trop longtemps, que les réserves s'épuisent, parce que peut-être que pour une raison X ou Y, elles ont été mal gérées, ou qu'elles ont été perdues, ou des trucs comme ça. Et je trouve ça bizarre. C'était Monsieur Meller aussi qui avait la cicatrice sur le crâne. C'est trop bizarre. Un coup de hachoir. Trop, trop bizarre. Enfin bref, moi je sens que ça... Enfin on sent toujours gros comme une maison qu'il y a un truc qui va basculer dans une espèce d'horreur. Bah moi ça me fait un peu peur quelque part. Alors je suis pas plus en empathie que ça avec les personnages. Parce que Miss West, je trouve que le côté très... j'en ai rien à foutre des hommes d'équipage qui meurent, je sais pas comment ils s'appellent, tout ça. C'est que des faits divers.
ça serait peut-être pas trop mal de considérer les gens en tant que tels, comme comme on disait dans Camelot. Euh, Puis il y a carrément des erreurs de casting quand même au niveau du recrutement, quoi. Ça va pas du tout là. Surtout, on est sur un huis clos, hein. Parce que où est-ce que les gens vont s'enfuir ou se planquer? On est dans un huis clos. Si ça part vraiment en vrille, ça va finir en bain de sang là. Ça c'est clair et net. Clair, net et précis. Je pense pas qu'il y aura d'histoire de piraterie ou un truc comme ça, pas spécialement là parce que ils descendent de Baltimore. Moi, ce que j'ai compris, c'est ils vont faire les 40e rugissants, les 50e hurlants là en dessous là, le Chili quoi, le bas d'Amérique latine. Et c'est vraiment une zone qui est horrible pour naviguer. Je vous avais dit aussi que j'avais lu un autre bouquin. C'était sur la découverte de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, il me semble, où enfin l'équipage en avait vraiment vraiment chié. Euh, ouais, donc c'est un peu le récit d'une catastrophe. La pression qui monte. Pour le moment, ça va. Ils ont juste eu un gros coup de vent et tout ça. Il y a déjà un premier mort à cause d'un membre de l'équipage qui est complètement frappé et que tout le monde a repéré comme complètement frappé depuis le début du voyage. Ça craint du boudin. Donc voilà. Je suis... J'aime bien. Honnêtement, c'est un bouquin que j'aime bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que... Enfin, pour le moment, j'ai pas tant que ça de surprise parce que en fait, c'est annoncé. Tout est annoncé. Je pense que en termes de technique d'écriture, il y a beaucoup de foreshadowing. C'est pas forcément ultra subtil. Le foreshadowing, c'est donc de mettre des indices pour annoncer quelque chose qui va venir et quand cette chose-là va se produire, le lecteur qui a été un petit peu attentif va se dire ah bah oui, oui, oui. Donc là, il y a plein. Là, London, il a mis des pelletés de foreshadowing. Bon, c'est pas grave que ce soit pas subtil, mais c'est dans le titre que ça va merder. Hein, c'est dans le titre. Mais j'y vais pas non plus à reculons, mais je sais pas à quel point ça va être sombre. Donc je me méfie un peu si... Jusqu'à présent, on est quand même sur quelque chose d'assez factuel au niveau des descriptions. Enfin, on sait que les points de Pike et de Meller, ils sont écorchés, des choses comme ça. Il y a déjà des marins qui se fritent et compagnie, mais à quel point ça va merder. En fait, je lis un peu ce bouquin avec la fascination laquelle on peut voir, enfin, assister à un accident. On voit des trucs se mettre en place, genre, oula, le mec qui m'a dépassé là un petit peu vite, il zigzague. Donc on peut se dire, oula, je vais ralentir un petit peu parce que il va aller dans le fossé et puis il va m'envoyer dans le fossé. Et en fait, on sait que ça va se produire. Donc je trouve que London, il, euh, il pousse un peu des leviers sur cette espèce sur le côté spectateur un peu voyeur qu'on peut avoir. Parce que faut pas se leurrer, on l'a, hein, ce truc-là. Quand on voit un truc qui peut, pas forcément un truc affreux comme un accident de voiture que je vous ai dit, mais euh, on a ce côté voyeur d'attendre le truc qu'on sait qui va se produire. On a ce côté voyeur. Pas que dans les bouquins et les trucs, hein, mais je sais pas si on a un gars qui est un peu. On croise un gars qui est un peu bourré, qui zigzague et puis qui trébuche, on sait qu'il va se croûter. Donc on peut rester regarder, on peut essayer de lui dire si vous voulez pas vous asseoir, ou on peut se dire oula, non, pas aujourd'hui, mais on sait qu'il va se croûter, le mec beurré qui titube. On sait qu'à un moment, il va y avoir il va se prendre quelque chose, il va se prendre les pieds dans ses lacets, puis il va tomber. Et je trouve que, ouais, ça active ces choses-là. Donc, ouais, moi, ma théorie, s'il y a des mutinées, c'est que je pense que Meller, il va être dedans. Avec les trois qui sortent de tôle. Je crois me souvenir que Pike et Meller avaient déjà travaillé ensemble. J'ai l'impression que Pike, il est le plus chef, entre guillemets, que Meller. Mais bon, je m'étais fait spoiler un truc, mais je vous dis pas.
parce que je devais tourner les pages pour voir un peu, et calculer, puis ça m'est tombé dessus. Mais oui, donc je pense que Meller, il va être du côté des mutinés. Pas forcément Pike. À moins, je pense pas. Pas forcément par loyauté envers West, mais quoique, il est en concurrence avec West, parce qu'il était dégoûté que Captain West ait la capitainerie, entre guillemets, je sais pas comment ça se dit, du bateau. Parce qu'il avait postulé, lui. Sauf que West, il a peut-être plus de compétences, peut-être des diplômes, parce que là, c'est les membres de l'équipage, là, c'est pas des gens qui ont fait des grandes études, hein. L'écrivain, oui, Pat Hearst. West, sûrement aussi. Sans doute la jeune fille aussi, mais Miss West, mais pas les membres d'équipage, hein. Je pense pas. Donc il y a aussi un côté, je trouve, différence de classe sociale, classisme en quelque sorte, si ça se dit. Puis pour moi, le classisme, ça va vraiment dans les deux sens, hein. Autant une classe sociale élevée qui méprise une classe sociale qui est basse, qu'une classe sociale basse qui dit, enfin, qui méprise celle qui est en haut, hein. Le classisme, il va dans tous les sens pour moi. Pour moi, à mes yeux. Je suis peut-être tort, hein, je sais pas. Bon, je m'arrête là parce que je papote. Je vous préviens juste que il est fort possible que... Enfin, c'est pas qu'il est fort possible, c'est que je sais ce que je vais lire après Les Mutinées de l'Elseneur. Donc la créatrice de contenu sur YouTube et sur Instagram délivre et nous. Je vous mettrai en barre d'informations sa chaîne YouTube. Elle organise une lecture commune sur Instagram sur Shirley de Charlotte Brontë. Et donc j'ai regardé parce que je les ai et j'avais déjà le projet de lire en fait tout ce que les sœurs Brontë avaient écrit. Et ça pourrait être l'occasion, et je voulais pas forcément lire Jane Eyre tout de suite parce que Les Houes d'Hurlevent c'est quand même bien plombant, Jane Eyre c'est pas beaucoup mieux. Donc Shirley, pourquoi pas. Bon bah je vous mettrai un petit lien vers Babelio ou quelque chose pour que vous ayez un résumé. Et je pense que ça va se lire juste... Enfin, je vais commencer à l'enregistrer maintenant pour ne pas prendre trop de retard par rapport à la lecture commune. Mais ça va se lire du coup... Enfin, ça sera diffusé après Les Mutinées de l'Elseneur. Et on est dans les luttes sociales en Angleterre. Les premiers grévistes peut-être. Un truc comme ça. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi pour une vidéo de je sais pas ce que c'est parce que je fais tout en avance, donc je sais pas. Et bah, j'espère que c'est une lecture qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories, si vous avez des lectures dans ce genre qui vous plaisent aussi. Moi je pensais à Pierre Loti et Pêcheurs d'Islande et on parlait de Les Travailleurs de la mer de Hugo aussi, que j'ai pas lu. Pierre Loti non plus, mais je connais un peu mieux. C'est les Terre-Neuve, il me semble, Pierre Loti. Très bon dimanche à vous, lisez tout plein, rêvez tout grand, à tout bientôt. Salut!